On ne passe pas. Des mots qui évoquent Verdun, la Grande Guerre. On ne passe pas, c'est aussi la devise du 151e régiment d'infanterie mécanisée stationné dans la banlieue de Metz. Le 15, c'est un des plus vieux régiments de France déjà. Ça remonte à quand? Oh, Napoléon. Ils sont sensibles à ce qui a été fait par le passé par leurs anciens. Ils le connaissent. Ils le connaissent. Nous attachons à leur faire connaître régulièrement. Symbole, le drapeau est aussi la carte de visite du régiment. Celle du 15-1 est éloquente. Créé en 1813, le régiment s'est illustré dans toutes les formes du combat d'infanterie. Weissich, Würschen, c'est encore la grande époque de l'infanterie reine des batailles, du combat au coude à coude, homme contre homme. Dissous en 1814, le régiment est recréé en 1887. 1914. Au cours de la Grande Guerre, le 15-1 inscrira à son drapeau toutes les grandes batailles. C'est au mort-homme qu'il gagne sa devise. Pour l'infanterie, c'est une période de mutation. Comme en 1813, l'arme du fantassin est toujours le fusil. La cible, le fantassin d'en face. Mais l'artillerie a pris une importance démesurée dans le combat. On s'enterre, on se crapouillote, puis, comme toujours dans l'infanterie, on monte à l'assaut sous la mitraille. La fin du conflit voit l'avènement d'un engin d'avenir qui change la physionomie du champ de bataille et redonne au combat sa mobilité. Le 19 décembre 1918, le 15-1 reçoit la fourragère aux couleurs de la médaille militaire. Prenez des voltigeurs. Prenez des voltigeurs. Vous savez que ce sont les soldats d'élite du régiment. Est-ce qu'il y a des traditions au 15-1? Oui, tradition. Quoi? La musique. L'importance des musiques de l'infanterie, c'est la plus grande. Vous savez à qui appartient cette musique, en fait? Le 15-1, c'est un vieux régiment messin. On va dire qu'en 1935-37, quand nous défilions dans les rues de Metz, colonne par 12 dans la rue Serpenoise, les habitants de la ville criaient déjà à l'époque « Vive le 15-1, vive le colonel Delattre ». Jean Delattre de Tassigny. De 1935 à 1937, le futur maréchal de France était colonel, chef de corps du 15-1. Maréchal Delattre, pour l'armée française, déjà, c'est un personnage. Hein. C'est un exemple pour toute l'armée française. Le régiment s'enorgueillit de l'avoir eu comme chef de corps. Nous en sommes tous très fiers. Hein. Et donc, c'est un exemple. Hein. La difficulté pour un capitaine, c'est que le maréchal Delattre est connu comme maréchal et moins comme capitaine. Donc, on peut s'inspirer de son exemple dans les principes de commandement. Hein. Il est bien évident qu'en plus, au moment où il était capitaine, puisque je parle pour moi, le contexte général était différent. C'est pour nous un moteur, c'est l'obligation de nous surpasser. Il nous sert d'exemple pour sa manière de commander les gens surtout. Et pour l'infanterie, c'est très important. Les règlements ont beaucoup changé, l'esprit aussi du commandement a beaucoup changé. Il s'est adapté aux jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait plus appel à la participation, je n'hésite plus à expliquer mes ordres, quand il le faut, de façon à ce que les gens comprennent au maximum mes décisions et y adhèrent, enfin, j'essaye d'obtenir un maximum de participation de mes hommes du rang. Il existe différentes commissions. Une commission, celle-ci, c'est la commission information et cadre de vie. Il existe également une commission hygiène et prévention qui est très importante dans un régiment mécanisé parce que nous avons beaucoup de matériel. Donc la prévention des accidents est un souci permanent pour le chef de corps et pour tout le monde d'ailleurs. Il existe également une commission d'ordinaire, une commission foyer. C'est très important parce que ça permet aux soldats de prendre une part de plus en plus grande à la vie du régiment. En particulier, chaque soldat
reçoit à son incorporation un règlement de discipline générale, règlement de discipline générale qui est un décret. Hein. Chaque soldat sait par conséquent quels sont ses droits, mais aussi quels sont ses devoirs. Mai, juin 1940. Le 15 se bat à Brienne-sur-Aisne et les 9 et 10 mai à Haut-Ménancourt-le-Grand, où il oppose une résistance farouche aux colonnes allemandes. Les combats continuent dans la montagne de Reims jusqu'à la Marne, puis la Seine, au prix de pertes énormes. Le 15 juin, le colonel Duval est tué à la tête du régiment. Le régiment est dissous en 1942. Août 1944, Paris se libère. Des mouvements jusque-là clandestins sortent au grand jour, que rejoignent ceux qui entendent participer à la libération du pays qui continue, à l'Est. Parmi ces mouvements, la colonne Fabien. La brigade Fabien est devenue la première brigade de Paris, étant réorganisée sur le type d'un régiment de type première armée française. Et le 10 décembre 1944, la première brigade de Paris a été présentée au général Delâtre. C'est après le décès de Fabien, après ses obsèques, le 13 janvier 1945, que le général Delâtre, par sa volonté, a donné à la première brigade de Paris le numéro du 151e RI, c'est-à-dire le régiment qu'il avait commandé à Metz de 1935 à 1937. Sous les ordres du colonel Gandoët, le 31 mars 1945, le nouveau 15-1 franchit le Rhin à Germersheim, en tête de la première armée française, ce qui lui vaut une nouvelle citation. De 47 à 49, le régiment gagne une 6e citation en Indochine, puis c'est l'Algérie. C'est au retour d'Algérie que le régiment est mécanisé. Ce que ça a changé, c'est que ça nous a donné une très grande puissance au combat. Lorsque un capitaine débouche dans un compartiment de terrain avec ses 17 chars, hein, ou avec ses 15 VTT armés du canon de 20 mm, qui sont des armes très, très performantes, hein, je crois les meilleures qui existent actuellement au monde dans ce domaine, il a réellement le sentiment de pouvoir jouer son rôle et, localement, sur le champ de bataille, de changer le cours des choses. Ce qui est vrai pour mes capitaines est évidemment vrai pour le chef de corps. Hein. Mobilité et puissance de feu caractérisent le régiment mécanisé d'aujourd'hui. Vous portez à combien, en fait, avec ces hommes 6 km 3. Qu'on n'en est plus, comme autrefois, au fantassin avec son fusil, qui avait surtout un but, qui surtout tirait contre des hommes. Maintenant, l'action du régiment mécanisé, c'est surtout une action anti-char. Vous pensez qu'un fantassin aujourd'hui, dans le combat éventuel futur, ça tient encore sa place face à un déferlement de chars? Avec des armes modernes comme celle-ci, oui. Ça ne vous fait pas un petit pincement au cœur? Est-ce que vous vous retrouvez dans la nature avec, Non, parce qu'avec une arme comme celle-ci, je suis pratiquement à égalité avec un char, parce que je tire à 2000 mètres. Et un char peut tirer également à 2000 mètres, donc je suis face à face avec lui. Et j'ai l'avantage d'être camouflé, et il ne sera pas camouflé. Alors, le but, c'est de gagner une tête de pont de l'autre côté de la Moselle, pour permettre ensuite au génie de faire traverser nos VTT et nos chars. Alors, c'est un exercice difficile. Il va nous falloir nous entraîner. Il faut quand même savoir que ce sont uniquement en mettant des gens
sur le terrain que j'arriverai à prendre une tête de pont. En fin de compte, on en revient relativement au fusil Lebel, si vous voulez ça, parce que ce sont quand même des fantassins avec leur fusil, avec leur PM, avec le LRAC, hein, qui franchissent, parce que c'est le moyen le plus léger, le plus souple, hein, pour permettre ensuite aux éléments plus lourds qui sont mes VTT, qui sont les chars, qui sont le régiment de chars de bataille, de franchir. Mais face à des chars, c'est pour ça que vous avez pu voir que je débarque des LRAC immédiatement, et vous avez pu voir également que je débarque mes Milan qui permettent de tirer jusqu'à 1900 mètres, justement pour éviter une contre-attaque de chars adverses. En 1982, quelles sont les qualités du bon fantassin? Ah, ça, je vous donnerai, moi, les qualités que, personnellement, je considère comme étant nécessaires à un bon fantassin. À mon avis, ça doit être quelqu'un de débrouillard, en bonne forme physique. Voilà, c'est bon, Guillaume. Oui, continue comme ça. Voilà, c'est bien. Oui, Villard, mais bien les pieds à plat. Bien les pieds à plat. Chaque effort qui est demandé ici, c'est fait pour que le soldat fasse un peu plus qu'il ne croit pouvoir faire réellement. Et en fait, ils arrivent à faire beaucoup plus qu'ils ne peuvent imaginer. Ils ont tiré, poussez dessus, poussez. Laissez pied. Voilà, encore. Allez. Au départ, quand on est en haut, c'est impressionnant. Ensuite, on s'élance. Enfin là, si c'était à refaire, je recommencerai. Grosse puissance de feu, polyvalence, mobilité bien sûr, telles sont les qualités du régiment mécanisé. Mais l'infanterie reste l'arme de l'occupation du terrain, l'arme des 50 derniers mètres. Ces fameux 50 derniers mètres, il faut que des hommes osent les franchir, sachent les franchir. C'est la tâche du grenadier voltigeur. De l'intérieur, quoi? On ne passera jamais un fantassin, c'est quand même... il a une façon de se déplacer qui est propre à l'homme. Il peut exécuter des mouvements qu'aucun appareil pourrait faire, aucun blindé pourrait exécuter, je pense. Moi, oui, je pense qu'on en fait plus que les autres. Oui, c'est bon dans ce cas-là. Sur un simple message, le régiment doit être capable de partir en guerre dans un délai de quelques heures. En pleine nuit, il faut récupérer les cadres, percevoir armes et munitions, emmener les rations, faire les pleins, gagner au plus vite la zone de desserrement située dans un rayon de 50 km autour de la caserne. Embarquez! 6 heures après l'alerte, le régiment est passé du temps de paix complet au pied de guerre, avec armes et bagages. Il est presque 7 heures du matin. Le 15-1 est prêt.